qui est pas complète, donc il n'y a bien évidemment pas forcément que ces mécanismes qui vont servir. Hop. Alors l'apprentissage automatique, en fait le but c'est de mettre tout ça dans une machine et d'arriver à justement extrapoler du savoir et arriver à découvrir quelque chose. Donc globalement ça s'effectue en général sur de grosses masses d'informations, de grosses bases de données qu'on appelle des datasets, des training sets qui vont servir à l'apprentissage, donc on va étudier tout ça tout à l'heure. Et le but c'est de résoudre des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Calculer une factorielle, on ne va pas faire du machine learning pour le faire, on sait déjà le calculer. Si vous avez un moyen algorithmique qui fonctionne déjà, ne vous lancez pas là-dedans, ça ne sert à rien évidemment. Alors les applications que peut y avoir derrière, il y a donc tout un tas de domaines, le traitement d'image et de la parole, qui sont donc là il y en a au laboratoire de recherche de l'EPITA, même il y a des travaux de recherche là-dessus, ils sont même très bons. Trading automatisé, moteur de recherche et de suggestion, business intelligence, c'est-à-dire pour une entreprise à partir de chiffres clés, être capable de sortir des indicateurs pour une entreprise, donc dire si votre chiffre d'affaires, si vous voulez que votre chiffre d'affaires augmente, par exemple, il faut veiller sur tel point. La robotique, donc tout un tas de domaines. Donc où il y a des problèmes complexes à traiter, des choses à extraire, et on n'est pas capable de formaliser un algorithme pour le faire. Donc là, on va laisser à la machine apprendre comment est-ce qu'on fait. Alors, concepts généraux. Alors, je vais revenir rapidement sur le plan. Voilà. Là, les concepts que je vais présenter, ça va être vraiment la base nécessaire à la conférence. Ensuite, il y aura les modèles de régression. Là, ça va être quelque chose d'assez linéaire, donc il va falloir arriver à suivre. Et après, toutes les parties vont être un peu indépendantes. Donc, s'il y a un moment de la conf où vous lâchez, ça peut être un petit peu dans cette partie-là, qui vont être vraiment une sorte de patchwork de différents trucs. Par contre, là, concepts généraux, soyez vraiment attentifs. Parfait, donc désolé pour la coupure. Alors, donc il y a la première notion qui va être le dataset. Donc ça va être en fait les données sur lesquelles on va apprendre. Donc globalement, quand on fait de l'apprentissage, on se base sur un large volume de données qui ont en général, qui sont similaires en général. Donc là, il y a un dataset d'images et on essaie de tirer de l'information, de tirer du savoir et de la connaissance de ces informations. Donc en général, c'est regroupé, on a une sorte de matrice qui va contenir tous nos exemples un à un. Donc là, en fait, une image sur le dataset représente un exemple qu'on va donner à notre algo pour apprendre. Et donc le but de l'algo, ça va être, à partir en observant les exemples, d'arriver à apprendre. Donc on va voir tout ça tout de suite après. Alors, le premier point, ça va être la notion de feature. C'est-à-dire que quand on a des images abstraites comme ça, on a la possibilité de les caractériser, de dire l'image, l'exemple qu'on va montrer, ça va être un ensemble de pixels. Ou alors on peut dire on va essayer de caractériser autrement, on va extraire, par exemple, extraire les courbes de l'image, extraire les contours, et considérer que les contours de l'image, on va faire de la reconnaissance de forme, ça va être notre feature. Et on passe, en fait, on va caractériser les éléments sur lesquels on veut apprendre. Donc ça, c'est le but de faire l'extraction d'abord. Donc le but, c'est, en premier temps, ça va réduire la dimension du problème, ça. Si vous avez des données qui sont numérisées, vous avez une grosse base, le but, c'est d'abord d'arriver à réduire le truc. On passe d'une image qui contient 1 million de pixels ou plus à quelque chose de plus réduit. Et ça peut être défini soit par un expert. Donc qu'est-ce qu'on entend par là ? Je sais que je veux faire de la reconnaissance de forme. Je sais que ce qui importe pour une forme, ça va être le contour de l'objet. Donc je vais extraire le contour. Ou alors on peut demander aussi à un algorithme de le faire lui-même. C'est-à-dire directement, on va lui dire qu'est-ce qui est important pour mon problème, et l'algorithme va lui-même trouver les features importantes. Donc ça, on verra ça dans la conf, comment ça fonctionne. Les exemples de features, j'en ai donné quelques-uns. Un individu, on pourrait le caractériser par poids, âge, taille et tout un tas de données numériques qui va le caractériser. Un programme informatique, on peut le caractériser par son AST, un report sur une test suite par exemple. Ça va la sortie, ce que vous voulez. Un caractère, pour la reconnaissance de caractère, ça va être la valeur des pixels du caractère qu'on va redimensionner pour qu'ils vont avoir tous la même taille. On peut lui faire passer dans un filtre avant. Pour un cours boursier, ça peut être le prix d'ouverture, de fermeture, le moyen, etc.
Voilà. Donc à partir de ça, donc on commence par extraire les features. Qu'est-ce qu'on peut faire dessus comme type d'apprentissage? Le premier type, ça va être l'apprentissage supervisé. Donc c'est en fait le but, ça va être vous avez un dataset, d'accord, et vous allez avoir des labels sur ce dataset. Vous allez avoir des étiquettes, c'est-à-dire que vous savez à quoi correspond la donnée. Par exemple, vous pouvez dire là il y a des leads partout. Je sais que le lead est à telle position. Donc c'est ce qu'on va appeler le label du dataset. Enfin, il va être labellisé, donc on va avoir une information. Si on veut faire de la reconnaissance de caractère, par exemple, on saura que parfait, donc désolé pour la coupure. Alors, donc il y a la première notion qui va être le dataset. Donc ça va être en fait les données sur lesquelles on va apprendre. Donc globalement, quand on fait de l'apprentissage, on se base sur un large volume de données qui ont en général, enfin qui sont similaires en général. Donc là, il y a un dataset d'images et on essaie de tirer de l'information, de tirer du savoir et de la connaissance de ces informations. Donc en général, c'est regroupé, on a une sorte de matrice qui va contenir tous nos exemples un à un. Donc là, en fait, une image sur le dataset représente un exemple qu'on va donner à notre algo pour apprendre. Et donc le but de l'algo, ça va être, à partir en observant les exemples, d'arriver à apprendre. Donc on va voir tout ça tout de suite après. Alors, le premier point, ça va être la notion de feature. C'est-à-dire que quand on a des images abstraites comme ça, on a la possibilité de les caractériser, de dire l'image, l'exemple qu'on va montrer, ça va être un ensemble de pixels. Ou alors on peut dire, on va essayer de caractériser autrement, on va extraire, par exemple, extraire les courbes de l'image, extraire les contours, et considérer que les contours de l'image, on va faire de la reconnaissance de forme, ça va être notre feature. Et on passe, en fait, on va caractériser les éléments sur lesquels on veut apprendre. Donc ça, c'est le but de faire l'extraction d'abord. Donc le but, c'est, en premier temps, ça va réduire la dimension du problème, ça. Si vous avez des données qui sont numérisées, vous avez une grosse base, le but, c'est d'abord d'arriver à réduire le truc. On passe d'une image qui contient 1 million de pixels ou plus à quelque chose de plus réduit. Et ça peut être défini soit par un expert. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? Je sais que je veux faire de la reconnaissance de forme. Je sais que ce qui importe pour une forme, ça va être le contour de l'objet. Donc je vais extraire le contour. Ou alors on peut demander aussi à un algorithme de le faire lui-même. C'est-à-dire directement, on va lui dire qu'est-ce qui est important pour mon problème, et l'algorithme va lui-même trouver les features importantes. Donc ça, on verra ça dans la conf, comment ça fonctionne. Les exemples de features, j'en ai donné quelques-uns. Bon, un individu, on pourrait le caractériser par poids, âge, taille et tout ça de données numériques qui va le caractériser. Un programme informatique, on peut le caractériser par son AST, un report sur une test suite par exemple. Ça va la sortie, enfin ce que vous voulez. Un caractère, pour la reconnaissance de caractère, ça va être la valeur des pixels du caractère qu'on va redimensionner pour qu'ils vont avoir tous la même taille. On peut lui faire passer dans un filtre avant. Pour un cours boursier, ça peut être le prix d'ouverture, de fermeture, le moyen, etc. Voilà. Donc à partir de ça, on commence par extraire les features. Qu'est-ce qu'on peut faire dessus comme type d'apprentissage? Le premier type, ça va être l'apprentissage supervisé. Donc c'est en fait le but, ça va être vous avez un dataset, d'accord, et vous allez avoir des labels sur ce dataset. Vous allez avoir des étiquettes, c'est-à-dire que vous savez à quoi correspond la donnée. Par exemple, vous pouvez dire là il y a des leads partout. Je sais que le lead est à telle position. Donc c'est ce qu'on va appeler le label du dataset. Il va être labellisé, donc on va avoir une information. Si on veut faire de la reconnaissance de caractère, par exemple, on saura que telle image correspond à tel caractère. Et là, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement associer la donnée inconnue au caractère en se basant sur toute une base de données qui nous donne plein d'exemples. Donc on a nos inputs et nos outputs, et on connaît les deux. Et on cherche la relation. Donc le premier type qu'on va avoir, ça va être la classification. Donc là, on a un ensemble de classes finies et on cherche un élément inconnu, à quelle classe il appartient. Un ensemble de caractères, on va chercher le caractère. Le visage, on va caractériser comme absence-présence, par exemple. Voilà. Et le deuxième type qui sera présenté pendant la conf, ça va être la régression, c'est-à-dire de trouver la relation qui va lier des variables aléatoires. C'est-à-dire qu'on va avoir
nos inputs, des outputs, et on cherche une relation, une fonction par exemple à chercher, qui va relier l'input à l'output. Donc là, ça peut permettre comme exemple de faire de la prévision de fréquentation des routes, donc avec le taux de fréquentation qui va être une valeur numérique, la prévision de la charge d'un serveur pour pouvoir automatiquement allouer des ressources à l'avance, prévision de consommation d'électricité dans un ménage, etc. Hop. Et le dernier type, ça va être l'apprentissage non supervisé. Et là, c'est un petit peu plus mystérieux. C'est de dire, ok, j'ai un dataset et il n'y a aucune information dessus, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. D'accord ? Par contre, là, il y a un dataset où il n'y a que des lits dedans. Et en fait, le but de l'apprentissage non supervisé, ça va être d'extraire l'information présente intrinsèquement dans le dataset. C'est-à-dire que vous voulez trouver qu'il y a des lits dans le dataset et, entre guillemets, par exemple, trouver une relation. Qu'est-ce qui va lier toutes ces images entre elles ? Sans pour autant lui dire c'est des lits, il est à telle position, ou ce que vous voulez, c'est des photos d'intérieur. Non, c'est vraiment l'algorithme trouve lui-même ce qui est important. Ça peut donc servir à ça. Voilà, alors il y a une petite photo ici qui est assez marrante, je l'ai prise, c'est des chercheurs de Stanford qui ont fait ça. Il y a un cours de machine learning en ligne où les étudiants peuvent poster du code. Et ils ont à peu près 40 000 submissions de code source donc sur des petits exercices qui sont tous similaires, un peu comme ce qu'on a à Epita. Et ils ont dit, très bien, il y a des exos de machine learning et on va faire du machine learning dessus. Très bien. Et on va essayer de trouver, de faire de l'apprentissage non supervisé dessus pour essayer de caractériser quelles sont les répartitions qu'il y a à l'intérieur de ces données. Donc comment est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit, ok, je prends un programme, et j'avais dit tout à l'heure, donc un programme, ça peut être caractérisé par un AST et par la report d'une test suite. C'est ce qu'ils ont fait ici. Donc je ne l'ai pas inventé. Ils ont, donc selon la couleur, il me semble que la couleur représente le taux de réussite des tests, il me semble, si je ne me trompe pas. Les traits que vous avez entre deux points, ça va être est-ce que les deux programmes se ressemblent, donc est-ce qu'ils ont c'est soit les test suites, je ne sais plus, soit la test suite qui correspond, soit l'AST qui est proche. Et en fait, ils vont essayer de faire ce qu'on appelle une clusterisation, c'est regrouper les éléments qui se ressemblent dans des clusters. Et donc on voit que y a des paquets qui émergent, donc on ne sait pas vraiment forcément à quoi ça correspond vraiment, mais il y a une image, il y a une visualisation des données qui a été effectuée, on est capable au moins d'entrevoir des groupes dans les submissions. Si ça vous intéresse de le lire un peu plus, il y a le paper qui est en dessous, il n'est pas très compliqué et il fait 2-3 pages, donc c'est accessible. Voilà. Dernier type que j'ai identifié, c'est l'apprentissage par renforcement. Donc là, c'est pas mal utilisé en robotique. Ça va servir. Vous avez en fait une notion d'un agent, c'est-à-dire vous allez avoir un environnement dans lequel l'agent peut effectuer des actions. Et vous allez essayer de modéliser en fait la théorie du behaviorisme, donc qui a été développée par Pavlov, Watson et Skinner. Donc ils ont parlé eux dans leur quand ils ont parlé de contingence de renforcement, donc ça voulait dire en fait, ils disaient en fait, ils ont essayé d'identifier un mécanisme d'apprentissage et de dire ok, comment est-ce qu'on apprend ? Et eux, ils ont proposé une théorie selon laquelle ce serait du renforcement, c'est-à-dire que vous allez avoir des stimuli positifs et négatifs qui vont influer sur la façon dont vous allez vous comporter. Et le but de votre apprentissage, ce sera au final de maximiser le nombre de stimuli positifs que vous allez recevoir et de minimiser le nombre de stimuli négatifs que vous allez recevoir. Et ils en sont plus ou moins arrivés à la théorie, la notion de contingence de renforcement. Donc c'est l'ensemble état, action et reward. Et on essaye de maximiser le nombre de récompenses en faisant des actions dans un état donné. Donc là, j'ai un petit peu travaillé dessus longtemps. C'était le policy search. Donc ça consiste en fait à dire, ok, mon comportement qui est caractérisé par un état, j'effectue une action. Je vais en quelque sorte le modéliser par un graphe ou par un espace et je vais essayer de me balader dedans de façon à trouver le comportement optimal et de dire ok, qu'est-ce que ça va être mon algorithme d'apprentissage par renforcement ? Ça va être une recherche en fait. Je vais dire, par exemple, j'initialise, je prends un comportement et je vais essayer par itération successive d'arriver au meilleur comportement possible. Donc ça, il y a pas mal de, ça fait appel à toutes les métaheuristiques, donc il y a déjà eu une conférence là-dessus qui a été faite l'année dernière. Donc vous pouvez implémenter algorithmes génétiques, simulated annealing, tout ce genre d'algorithmes, mais je ne referai pas une conférence là-dessus.
Donc c'est des problèmes d'optimisation complexes parce que comme vous l'imaginez, l'ensemble des comportements possibles, bah, c'est quelque chose qui est relativement large et bah, ça pose des problèmes. Vous allez vous retrouver dans des optimums locaux. Donc si vous voulez avoir du détail là-dessus, c'est une conférence qui a déjà été faite l'année dernière. Et la dernière notion qui est importante, c'est la notion de biais et de variance. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez faire modéliser votre processus d'apprentissage, vous allez être obligé déjà de le biaiser, de lui indiquer comment est-ce qu'il doit apprendre. Vous ne pouvez pas vous contenter de lui dire apprends et trouve de toi-même parmi l'ensemble des relations que tu peux extraire. Par exemple, si vous cherchez de la reconnaissance de caractère, vous voulez faire de la reconnaissance de caractère, vous allez devoir modéliser une fonction qui a un caractère, va vous associer le caractère qui correspond. Vous ne pouvez pas lui dire ne pas fixer un biais sur cette fonction que vous voulez trouver. Donc vous allez déjà être obligé de dire la fonction que je cherche, elle a telle forme. Donc là j'ai des exemples. Et je cherche une droite. Je cherche un polynôme de degré 2, je cherche un polynôme de degré 4, ou ce genre de choses. Si vous ne faites pas ça, en fait, vous allez vous retrouver dans ce qu'on appelle un problème de surentraînement. Voilà. Vous allez en gros non pas trouver la relation, mais trouver une fonction qui va très bien marcher avec tous les exemples que vous allez lui donner, mais vous n'allez pas généraliser un exemple inconnu. Je vous donne un exemple, là, vous pouvez modéliser, je vous donne une base d'exemples possibles, et je vous fais la fonction qui, pour chaque exemple, répond la valeur qui correspond bien, mais pour une autre valeur, elle va vous répondre n'importe quoi. Cette fonction, elle va vous donner un taux de réussite de 100% sur votre training set. Par contre, en dehors, vous aurez rien. Un autre exemple, un polynôme de degré n plus 1, si vous avez n points, vous pouvez trouver le polynôme exact par une interpolation. On l'a fait cette année. Si vous fixez pas un biais en disant non, tu ne prendras pas un polynôme de degré n plus 1, tu seras limité à un polynôme de degré 3 et tu ne pourras pas faire ce que tu veux, là, vous avez fixé un biais et ça va vous permettre d'apprendre en fait. Et il y a la notion de variance en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous avez un biais qui est trop faible, comme ici, la variance en dehors de vos points d'exemple va en fait être trop importante et donc vous allez pas apprendre. Donc là, on est un exemple de sous-apprentissage. La modélisation, l'apprentissage a mal été effectué parce qu'il ne modélise pas vraiment les points correctement. Il n'a pas un bon résultat sur le training set. Les points sont mal modélisés. Là, au contraire, un surapprentissage où les points sont très bien approximés. Mais par contre, il y a un mauvais comportement en dehors de ces points. Du coup, on va devoir en fait justement choisir notre biais. Donc comment est-ce qu'on va faire? Ça peut résulter d'une étude sur nos données. Donc on va regarder comment se comportent nos données et on va essayer de trouver une intuition qui va nous permettre de trouver ce biais. On peut comparer plusieurs modèles et faire une étude comparative et choisir le meilleur. Ou on peut carrément faire un processus d'apprentissage qui va apprendre à apprendre pour trouver, par exemple, pour optimiser un algorithme d'apprentissage. Donc là, ça devient un peu plus compliqué et on n'en parlera pas forcément pendant la conf. Voilà. Donc du coup, il y a une question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut valider notre modèle? C'est-à-dire que très bien. Ici, j'avais 100% de résultats possibles. Ici, c'était un peu moins bon. Comment est-ce que je peux caractériser tout ça? Parce que si je me base uniquement sur le résultat final, on a là, c'est mauvais au final, puisqu'on ne voulait pas cette courbe ici qui a un comportement un peu dégénéré et qui fait un peu n'importe quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà l'erreur qui a été faite. Donc l'erreur, ça va être en fait ici la différence entre ces points-là. Là, on voit qu'il y a une erreur importante parce que ce point-là est mal approximé. Enfin, cette valeur-là, le prix qui correspond à ce point-là est mal approximé en fonction de la taille. Et en fait, on va utiliser on va découper en fait notre dataset. On va dire, ok, on va prendre une partie du dataset pour apprendre. Je sais pas, en général, on prend 2 tiers, 1 tiers, donc un tiers pour apprendre ou 2 tiers. Et on va prendre l'autre partie qui va servir de validation. Et en fait, on va dire, ok, si le modèle est correct, il va apprendre sur les données d'exemple, mais sur les données de validation, il va être bon aussi. Et en fait, on remarque que là, en bleu, on a les données d'exemple. Notre modèle, au fur et à mesure du temps, il va diminuer, donc l'erreur va diminuer, il va être de mieux en mieux. Par contre, les validations, là, il y a un moment où on est sur un surapprentissage. Donc, par exemple, si on peut dire, on est sur quelque chose, là, on va augmenter le degré des polynômes. On va voir qu'au fur et à mesure, dans les deux cas, ça diminue.
Par contre, au bout d'un certain temps, certes, quand tu augmentes le degré du polynôme, bah, tu fais de mieux en mieux. Par contre, là, bah, sur le training set de validation, ça va remonter. Et donc là, on s'arrête à ce point-là, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur un peu le départ qui est un peu nécessaire pour la suite, quand même? Ouais. Donc, comment est-ce qu'on choisit les données pour valider, pour entraîner? Globalement, alors moi ce que j'ai vu c'est on découpe en deux, il y en a peut-être d'autres, mais ouais. De ce que j'ai vu c'était tu découpes au hasard. Tu peux t'arranger pour... Enfin non, tu fais du hasard, donc, si tu as des gros volumes de données. Donc, il y a peut-être d'autres méthodes, hein, je sais pas. Ça... Ok. Donc là, on va. Bon, j'ai mis modèle de régression plurielle, j'ai voulu changer au final, parce qu'au final, le but c'est d'arriver à l'intuition qui va conduire au réseau de neurones. On va quand même voir plusieurs modèles de régression, puisque les réseaux de neurones sont un peu un assemblage de petits bouts de trucs qui vont servir à fonctionner. Malheureusement, on n'ira pas jusqu'au détail du réseau de neurones qui, en une conf, j'aurais pas la prétention de pouvoir vous faire apprendre vraiment dans le détail comment ça fonctionne. Par contre, je vais essayer de vraiment que vous compreniez l'intuition et comment est-ce que fonctionne le réseau de neurones. Voilà. Bon, ça va commencer à piquer en maths. C'est la première partie. Il y a 2 points en fait où ça va être un peu compliqué. C'est le premier. Il y aura des points un peu plus cool. Hein, alors, on va avoir un training set. Donc, sur chaque ligne, on va mettre un exemple. On a identifié dans notre dataset cas feature. Donc, vous pouvez en avoir 100, 200. Et vous allez avoir n exemples. Ok. On a mis le premier à 1 quoi qu'il arrive. D'accord. Parce que bah, oui, c'est pour des raisons pour faciliter les calculs plus tard. Vous allez voir pourquoi. Enfin, du moins pour avoir un comportement, enfin pour avoir quelque chose plus tard. Tac, je me suis un peu gouré dans les numérotations ici en rajoutant le 1. J'ai pas redécalé, mais vous avez compris l'idée. Vous avez vos exemples ici plus un 1 devant. Donc, bien important, une ligne, vous avez un exemple et vous avez n lignes au total, donc n exemples pour apprendre. Et donc là, le but, ça va être de trouver une relation qui va caractériser ces données, c'est-à-dire en fonction de ces exemples-là, il y a une deuxième partie, on est sur l'apprentissage supervisé, donc on a aussi la valeur qu'on cherche pour l'exemple. J'aurais dû le rajouter dedans, mais tac, hop, voilà, non, c'est trop tard. On a la valeur recherchée pour chaque exemple, donc on connaît à la fois l'exemple et ce qu'on veut modéliser, et on cherche la relation entre l'exemple et la valeur. Donc on est sur la régression. Le biais qu'on va fixer, ça va être de dire, on va choisir une relation linéaire. C'est simple, on va étudier comment ça fonctionne. Donc on va modéliser par une droite, par un plan, par un hyperplan en fonction de la dimension. Un hyperplan, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec ça ou pas? Quand vous avez une droite, une relation linéaire, en 2 dimensions ça va former une droite, 3 dimensions un plan, et quand vous êtes dans 4, 5, 6 ou 7 dimensions, ça va être des hyperplans et c'est plus visualisable. Je ne pourrais pas vous montrer de photos malheureusement. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a placé nos points. Donc on a une feature et la valeur recherchée en ordonnée, par exemple. Et on va essayer de minimiser l'erreur que va commettre notre modèle. Donc on a nos points ici. L'erreur, elle est ici. Donc elle peut être pour l'instant positive ou négative. Donc pour l'instant, elle se compose, elle se compense, il y aura un petit problème à régler. Et on va chercher la droite qui va au final minimiser l'erreur sur la globalité des données. Donc on va voir comment est-ce qu'on fait ça. Donc comment est-ce qu'on va noter notre relation? Ça va être tout simplement la somme pondérée avec un poids. Donc on a nos exemples. Hop. Donc on cherche une relation qui a un exemple, va associer une combinaison linéaire avec un vecteur de poids. Donc nous, ce qu'on va chercher l'inconnu dans l'histoire, c'est quel est le poids, quelle est la pente de la droite, ou du plan ou de l'hyperplan. Donc c'est ce vecteur-là. Rappelez-vous, dans le départ, il y avait un petit 1. Donc là, on fait passer un exemple dans la fonction. Donc il y avait un petit 1 dans la colonne gauche. Ça permet de modéliser, par exemple, si vous avez une droite, c'est AX plus B. Et le petit b, plus B, vous n'auriez pas pu le modéliser, vous l'auriez... Enfin, le seul moyen, c'est de mettre un B dans la matrice de poids et d'avoir un 1 ici. Donc ça vous fait 1 fois B. Donc vous avez plus B. Voilà. Touc. Bon, ouais, ici, ce serait un... Non, j'ai rien dit. Pardon. Alors, donc là, c'est la fin des maths. Mais il va falloir arriver à expliquer ça. Alors, donc on va... je parlais de l'erreur tout à l'heure. J'ai dit c'était une erreur, c'était tout simplement la fonction. Donc le résultat de la fonction f ici.
qu'on va soustraire avec le résultat attendu, grand F. Donc grand F, c'est la donnée qu'on connaît, et petit f, c'est la donnée le point qui est ici. Donc grand F, ça, petit f, ça. Sauf qu'il y a un petit problème, j'ai dit ça se compense. C'est-à-dire que là, vous avez une erreur négative, une erreur positive. Si vous voulez avoir une erreur globale, vous ne pouvez pas tout simplement sommer les erreurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre au carré. Parce qu'une valeur absolue, ce serait un petit peu compliqué à dériver. Donc on met au carré, et ça permet de dériver. Et on va tout simplement sommer, pour tous nos exemples, quelle est l'erreur qu'on commet. Et pour des facilités de calcul, on va mettre un demi devant, parce que quand on va dériver au carré, ça va faire 2 fois et ça va s'annuler. Et le but, ça va être de trouver ce qu'on va appeler le gradient, le gradient de l'erreur. Qu'est-ce que c'est en fait le gradient de l'erreur? C'est tout simplement un vecteur qui va, ça va être en fait la dérivée de l'erreur. C'est de dire, ok, si j'ai une droite, si j'ai une fonction, que j'essaie de trouver le minimum de cette fonction, je vais avoir tendance à regarder sa dérivée, d'accord? Et on va suivre la pente de la fonction jusqu'à trouver le minimum. Et c'est à ça que ça va nous aider en fait. On calcule la dérivée de l'erreur, et par itération successive, on va suivre la direction de cette dérivée pour arriver à trouver le minimum de la fonction. Donc là, on a la notion grade, c'est ce qu'on a vu en physique, le petit nabla. On le calcule. C'est un vecteur qui prendra chacune la dérivée de l'erreur par rapport à chaque composante du vecteur de poids. Donc l'erreur est toujours en haut. On va dériver l'erreur par rapport à la jm composante du vecteur de poids. Ça donne cette équation-là. Et par itération successive, on va modifier le vecteur de poids de façon à lui faire suivre la direction, de façon à minimiser l'erreur que notre relation linéaire va modéliser. On met un petit alpha ici, parce que vous allez avoir une dérivée, on va vouloir faire quelque chose de petit, une sorte de pas. Et donc c'est ce qu'on appelle le learning rate. Donc il y a des méthodes pour trouver ce alpha, l'adapter, etc. Mais c'est un petit peu au-delà aussi. Donc voilà, on met à jour, par itération successive, on descend la pente. Et donc ça s'appelle la descente du gradient. Est-ce qu'il y a une question sur cette partie? Est-ce qu'il y a un truc qui n'est pas clair ou qu'il faut que je réexplique ou pas? Qui a compris globalement l'idée, principe général du truc? Okay. Alors, donc globalement, s'il y en a qui n'ont pas compris, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? C'est, on a une relation linéaire, et on va être capable de minimiser l'erreur qu'elle va commettre sur tous les points. Comment est-ce qu'on y arrivait? On a dérivé la fonction et on minimise l'erreur en suivant cette dérivée. On va complexifier un... Oui? Pourquoi c'est au carré? Ici? Ouais, c'est au carré pour... alors, il y a un avantage, c'est par exemple que tu peux... ça va augmenter, plus l'erreur va être importante, plus l'erreur sur un point va être importante, plus ça va maximiser l'erreur globale déjà. Ensuite, ça permet d'avoir des valeurs qui sont positives. C'est-à-dire que si tu as une fois une erreur négative, une fois une erreur positive, ça fait une sorte de valeur absolue qui est dérivable en fait. Ça peut poser des problèmes aussi, ça. Ouais. Ouais, t'es convexe aussi, donc... Ouais, aussi. Ouais. Donc oui, voilà, effectivement, c'est convexe, donc on a une fonction qui a cette forme-là, et on n'a pas des fonctions qui ont cette forme-là où on risquerait de trouver un minimum local au lieu d'un optimum local, effectivement. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est un modèle qui va représenter, c'est le modèle formel du neurone, en fait. Donc toute cette partie-là, jusqu'ici, c'est ce qu'on a décrit, en fait. La seule différence, c'est qu'on le fait passer dans une fonction d'activation. Donc j'ai noté dérivable derrière. Par exemple, la sigmoïde, qui est ici, S égale 1 plus exponentielle de x, qui a un peu cette forme-là. En gros, ça permet, c'est un avantage, c'est que les données en sortie vont être normalisées. Et en fait, le but, ça va être d'assembler ces neurones entre eux pour en faire des réseaux de neurones. Qu'est-ce que ça change globalement? Je ne vais pas refaire le détail avec la sigmoïde. Vous pourrez faire de la même façon une descente de gradient. Vous avez une fonction qui est dérivable derrière. Vous pouvez calculer le gradient. Vous pouvez minimiser l'erreur. Il n'y a pas de problème. Et on va les assembler dans ce qu'on appelle un réseau de neurones, un perceptron, enfin multilayer perceptron, donc un... Ouais, bref, flemme. Qui aura cette forme-là, en fait. Les neurones sont organisés par couches.
Il y a les données qui voyagent dans ce sens-là, donc c'est-à-dire qu'on fait rentrer nos exemples comme ça se propage. Donc on fait passer par une combinaison linéaire, donc voilà, une fonction sigmoïde. Toutes les sorties ici, donc là il y a une sortie pour le neurone, et c'est renvoyé au neurone suivant, etc., etc. Bon, et comment ça s'entraîne ça en fait? Vous allez calculer le gradient sur la couche de sortie, puisque c'est le seul que vous pouvez calculer en fait. Vous avez la valeur que vous souhaitez en sortie du réseau de neurones, et vous allez calculer le gradient. Vous allez pouvoir faire une rétropropagation sur ce neurone-là, ce neurone-là, ce neurone-là, et vous avez une formule que je ne détaillerai pas, mais qui permet de passer de l'erreur de ce neurone-là à l'erreur de ce neurone-là, et vous allez en fait faire ce qu'on appelle rétropropager l'erreur. C'est-à-dire l'erreur qui a été commise ici, on va la renvoyer un peu en arrière, et ainsi de suite. Et en fait, le neurone s'entraîne comme ça. Enfin, le réseau de neurones s'entraîne comme ça. Est-ce que j'en parle après? Oula. Non, j'en parle pas après. Du coup, il y a deux façons d'entraîner ça. C'est soit d'envoyer tous les exemples d'un coup et de calculer le gradient pour tous les exemples, soit d'envoyer les exemples un à un et de faire une descente de gradient sur, entre guillemets, chaque exemple à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une méthode qui va essayer de trouver le gradient, disons, en regardant tous les exemples d'un coup, et l'autre qui va prendre les exemples du dataset un à un et minimiser l'erreur sur chaque exemple. Donc il y en a un qui va avoir une erreur qui va décroître en continu, mais qui potentiellement peut se retrouver dans un minimum local, et il y en a un qui va avoir un peu plus de chances d'en sortir et de trouver un modèle, un minimum global. Alors si on en dit un peu plus sur ce modèle-là, quand on a une couche cachée dans le réseau de neurones, si on a suffisamment de neurones à l'intérieur, on peut approximer n'importe quelle fonction. Donc en fait, le biais de votre réseau de neurones, ça va être le nombre de neurones que vous mettez. Moins vous en avez, plus la fonction va avoir un biais qui est fort, et plus vous avez de neurones dans une couche cachée, plus le biais va être faible. Voilà. Oui. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. 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 Alors j'ai la même question. Ouais. Alors la question c'est comment est-ce que je fais quand j'ai des données qui ont un nombre de features variables, donc par exemple des images qui n'ont pas la même taille, et comment on fait pour trouver le nombre de neurones et le nombre de couches à mettre pour le réseau de neurones. Alors à ma connaissance, il y en a peut-être, hein, mais à ma connaissance, il n'y a pas de solution pour, mis à part redimensionner les images et toutes les normaliser à la même taille, pour pour avoir un réseau de neurones. Donc on peut pas avoir un nombre de couches variables, sauf erreur de ma part. Ensuite, pour l'histoire de savoir comment est-ce qu'on met de couches, etc. À ma connaissance non plus, j'ai posé cette question aussi déjà à quelqu'un, j'ai pas eu de réponse. On essaye globalement. Je peux pas dire qu'il n'y en a pas, je peux dire que j'en connais pas en tout cas. Je peux dire que j'en connais pas en tout cas pour trouver le nombre de couches. Ouais, oui, ça c'est vrai pour un peu tous les modèles en fait. Quand vous cherchez à modéliser quelque chose, toujours prendre le plus simple. Vous n'allez pas chercher quelque chose qui est vraiment compliqué parce que justement il y a le trade-off biais-variance. Plus votre biais est faible, moins vous allez généraliser les données qui sont derrière. Ouais. Oui, c'est normalisé, la sigmoïde est bornée. Hop. Ouais. Tu peux représenter un nombre binaire, ça va être peut-être un petit peu compliqué à modéliser sous forme binaire, mais c'est l'idée. Ouais. On peut faire de la reconnaissance de caractères avec, par exemple. On ne peut pas encoder les caractères sous une forme 0,1. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend tous les caractères possibles qui peuvent être représentés et on les met en sortie sur le réseau de neurones et le neurone va s'activer si le caractère est reconnu en fait. Et éventuellement même ça va donner une probabilité que le neurone soit reconnu si on fait ça. Que le caractère soit reconnu plutôt. Voilà.
Donc là, on a vu en fait au final un modèle de régression un petit peu superficiel comme je vous l'ai dit en début de la conf, mais bon, je pense que c'était nécessaire pour qu'on puisse comprendre le truc dans la globalité. D'autres questions ou pas? Ok. Bon, on passe à classification. Ouais. Quels sont pour toi les problèmes qui sont vraiment adaptés à être traités avec ce genre de stratégie? Je pense au réseau de neurones, parce que enfin, l'exemple de la factorielle me paraît enfin, pas absurde, mais Oui. presque, dans le sens où la seule chose que va faire ton réseau, c'est reconnaître le nombre et apprendre la sortie qui lui va bien, sans vraiment apprendre de pattern ou de logique. Ouais. Il va juste faire un gros switch en fait et réussir à comprendre. Donc, quel est en fait, selon toi, vraiment les problématiques qui sont adaptées à cette solution? Ok. Attends, je réfléchis un petit peu pour trouver une réponse correcte. Euh, je dirais déjà où le comportement de la fonction globale va pas. Enfin, faut qu'il y ait un problème compliqué à résoudre qui ne se résolve pas déjà avec un modèle simple, linéaire ou polynomial ou ce que tu veux. Ensuite, c'est un peu difficile de caractériser. Ouais, je n'aurais pas de réponse à te donner là-dessus. C'est un peu difficile de caractériser quel modèle est adapté. Là, pour le coup, le fonctionnement du réseau de neurones, c'est un peu obscur. C'est voilà, c'est des transformations non linéaires. Comme je l'ai dit, s'il y a une couche cachée, si on met suffisamment de neurones, c'est ce qu'on appelle un classifieur universel. Donc on peut approximer un peu n'importe quelle fonction. Il y a des trucs encore plus obscurs qu'on va voir qui se passent avec les réseaux de neurones en fin de conférence. J'ai pas un recul assez suffisant pour répondre à ça. Alors modèle de classification. Donc là, je rappelle, c'est pour, on a des exemples. On veut trouver la classe à laquelle ils appartiennent. Donc parmi un set fini de possibilités, par exemple des caractères, quel est le caractère ou quel est, parmi un set fini, identifier la classe. Alors le plus simple qu'il y a, c'est les KNN, K nearest neighbors. Ça va être de trouver en fait ce qu'on appelle les cas plus proches voisins. Donc c'est l'apprentissage supervisé. Donc on connaît la classe on connaît la classe dans notre training set des exemples. C'est un algorithme de classification et en fait on va décider en fonction de la classe des exemples les plus proches. C'est-à-dire que là j'ai représenté, non c'est pas moi qui ai fait le dessin, mais on a les points bleus ici, donc qui vont représenter une classe selon deux features, la feature 1, la feature 2. Les points rouges une deuxième classe, les points verts une troisième classe. On les met dans un espace. Il faut que dans cet espace on soit capable de calculer la distance. Et si on prend un point inconnu, qu'on le met ici par exemple, on va regarder les plus proches voisins. Donc soit le plus proche voisin, si on est sur un 1NN, soit les deux plus proches voisins, etc. Et on va faire ce qu'on appelle le vote à la majorité. C'est-à-dire dire, parmi les points que j'ai, quelle est la classe la plus importante. Oula. Quelle va être la classe majoritaire parmi les plus proches. Tac. Voilà. Ça peut être coûteux si c'est pas optimisé sur le calcul de la distance entre les points. Alors il y a une technique d'optimisation pour ça, j'ai jamais regardé. Mais globalement, si vous cherchez un point et que vous voulez le classifier, que vous avez 1 million d'exemples, et vous allez devoir calculer la distance par rapport à vos 1 million d'exemples pour trouver les cas plus proches. Par contre, il y a une méthode d'optimisation pour ça et vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Donc ça découpe l'espace en zones et en fait, on va caractériser nos classes en disant en notion de ressemblance en fait. C'est-à-dire qu'on va dire deux objets qui ont la même classe vont être proches dans l'espace parce qu'ils se ressemblent. Et si vous avez vos données qui sont groupées comme ça peut être un modèle adapté. Par contre, si vos features, il y a un peu des notions d'interdépendance entre elles, etc., qu'il y a des notions un peu de si telle feature et pas celle-là, etc., là, faut passer sur des modèles de classification un peu plus compliqués. Ouais, alors c'est pas parce qu'un modèle est simple que ça marche pas. Genre, ça sert à rien comme ça a été dit tout à l'heure, si on peut trouver une façon simple de résoudre le problème et que ça marche bien, allons-y quoi. Genre, on a modélisé la gravité avec une équation polynomiale. C'est relativement simple comme modèle, ça fonctionne, on a les résultats corrects sur Terre. Pourquoi chercher plus compliqué? Genre, voilà, il y a des problèmes qui se résolvent très bien avec ça. Et c'est pas parce que vous avez l'impression que le modèle est compliqué, avec des KNN on peut faire de la reconnaissance de caractère qui est un problème qui est complexe à résoudre, quoi. Voilà. Deuxième modèle. Donc là, je vais parler un peu des decision trees, donc les arbres de décision.
le but, ça va être de dire, pour déterminer la classe d'un exemple, qui en fait on fait rentrer l'exemple en haut de l'arbre, on va parcourir récursivement. On va regarder ces features, donc on va prendre une feature et on va faire un test dessus. Donc soit elle est inférieure à une valeur, soit supérieure, et ainsi de suite. Et en feuille de l'arbre, on va trouver la classe qui correspond à cette feature. Donc la difficulté de l'apprentissage, ça va être de trouver l'arbre en question qui va modéliser correctement ce qu'on veut apprendre, trouver les bonnes features à mettre ici, éventuellement trouver les comparaisons à faire ici, les valeurs des comparaisons. Donc là, ce qu'on va voir juste après, c'est comment construire un arbre de décision sur des features booléennes, donc vrai, faux. Donc on n'aura pas le problème de la valeur à mettre ici, puisque ce sera true, false. Et en bas, on a des classes donc, qui peuvent être... voilà. Donc il y a deux types d'arbres qui existent. Il y a les arbres de décision ou les arbres de classification. Donc c'est la même chose, plus ou moins. Enfin oui, c'est la même chose. Et il y a les arbres de régression qui, là, vont en feuille contiennent des valeurs et qui permettent de faire de la régression. Alors, au niveau de qu'est-ce que ça modélise dans l'espace, donc on l'a vu, les KNN, ça ressemblait à ça. Ici, en fait, on va avoir notre espace qui va être divisé. Donc notre espace qui contient les exemples. Donc là, on a une première classe, là une deuxième classe, et ainsi de suite. Il va être divisé par des droites, et ça va être la première ligne séparatrice, puis un sous-nœud qui va subdiviser ces deux classes-là, puis un sous-nœud qui va diviser ces deux classes-là. Et donc là, on a les feuilles ici, là, les 4 carrés qui correspondent aux feuilles de notre arbre. Donc, j'ai dit ici, bon, j'ai repliqué, c'est un exemple très classique. Ça consiste à décider est-ce qu'on fait du tennis ou du cinéma. Bon, des fois, c'est est-ce qu'il pleut, est-ce qu'on va au golf. En fonction de features. Donc là, money, parents, weather. Donc pour rich, donc booléen, yes, no, rainy et windy. On a plein d'exemples de week-end. Selon ces paramètres-là, qu'est-ce qu'a fait la famille? Voilà, donc là l'algorithme d'apprentissage c'est ID3, donc Inductive Dichotomizer 3, et ça va faire un apprentissage qu'on va qualifier de greedy de l'arbre. C'est-à-dire qu'en fait à chaque fois, il va choisir le nœud qui va le mieux qui va le mieux segmenter qui va le mieux partitionner en fait. C'est-à-dire qu'il va éviter de commencer par partitionner avec quelque chose comme ça, si derrière il a remarqué que s'il coupait ici, il n'allait pas segmenter bien. S'il coupe ici, il va voir qu'il va segmenter bien, et après il va choisir cette feature, etc. Donc c'est pour ça que c'est greedy. Alors, donc l'algorithme. On va calculer le gain d'information. Donc on va voir qu'est-ce que c'est juste après. C'est une mesure qui est basée sur l'entropie. Donc en fait, ça va être de dire l'entropie, c'est une valeur en gros, si je suis pas très formel, c'est en gros combien. Si j'ai un ensemble de valeurs, combien il faut de bits pour représenter ces valeurs. Si le données se répète, si vous avez que des A, vous n'avez pas besoin de bits pour représenter. Vous savez que ce qui va arriver, c'est un A derrière, vous avez besoin de 0. Le gain d'information, c'est la différence d'entropie qui va se produire en fait. Donc on calcule le gain d'information. Donc en gros, plus plus un split nous fait gagner de l'information, plus on va avoir tendance à le choisir celui-là. On choisit donc la feature qui présente le gain d'information le plus important pour faire le split, et on récurse récursivement et on construit l'arbre comme ça en choisissant à chaque fois la feature qui est la plus importante, qui est le gain d'information, la feature qui va nous permettre un split présentant le gain d'information le plus important. Ensuite, en bas en feuille, on n'a pas forcément découpé tout parce qu'on va s'arrêter dès qu'on n'a plus de feature à tester, parce que sinon on a deux fois la même feature qui est testée, il peut se passer, enfin non ça marche pas. Donc on fait un vote à la majorité en bas. Les petites formules, donc l'entropie, ça se calcule comme ça. Donc on va prendre un set, on va calculer l'entropie du set, et donc on fait la somme de P de x log 2 de P de x, et donc P de x, ça va être la probabilité dans le set que l'exemple appartienne à la classe x. En fait. Donc on regarde toutes les classes possibles et on regarde l'entropie. En fait, on somme c'est le calcul. Et le gain d'information, en fait, c'est justement la différence d'entropie. Donc comment le split va nous permettre quelle va être la différence d'entropie en fait. Et donc là on va appliquer ça. Donc on regarde l'entropie du set, et donc pour un split selon la feature f de k, on va regarder les différents subsets qui a donc les différents subsets qui sont engendrés par ce split. Donc dans le cas d'une feature booléenne, on va avoir deux subsets engendrés, et on va calculer l'entropie pour ce subset.
et on va le pondérer par rapport au nombre, enfin la probabilité d'avoir cet élément, parce que si vous avez une distribution de probabilité qui est pas, enfin qui est pas, comment dire, si vous avez plus de, ouais, pardon, ouais, qui est pas uniforme, voilà, c'est ça, le mot que je cherchais, qui est pas uniforme, bah, il faut pondérer par la probabilité pour, si vous avez une feature, ça sert à rien de vous baser sur l'entropie de cette feature si vous n'en avez qu'une, quoi. Voilà. Et donc, bah, donc là, on a vu comment construire un arbre de décision. Je pense que vous avez un peu l'intuition qui vient avec. Bon, si on fait ça, on n'a pas forcément un bon résultat avec juste un arbre de décision sur le problème qu'on veut modéliser. Donc on dit, ben, on veut avoir un truc un petit peu mieux. Donc en fait, on va en entraîner plusieurs et faire ce qu'on appelle une random forest. Donc on va construire n arbres de décision en fait. Donc on va découper notre dataset en plusieurs sets d'exemples. Pour chacun de ces subsets, on va choisir quelques features random et on va construire un arbre de décision pour ces exemples vus avec les quelques features qu'on a choisies. Donc on a plein d'arbres de décision, donc qui pour eux, pour le coup, sont globalement pas très bons. Par contre, l'ensemble des arbres de décision, si on prend un vote à la majorité, là on va avoir d'excellents résultats en fait. Voilà. Donc on construit n arbres sur un subset d'exemples du training set. Et chaque arbre est construit en se basant sur un subset de features aléatoires, en fait. D'où le nom random forest. Voilà. Alors, donc là, bon, attends, est-ce qu'il y a des questions déjà sur le début de la conf, enfin le milieu même. Okay. Bon là, je vais présenter un modèle. En fait, c'est juste pour faire joli et présenter quelque chose derrière. C'est-à-dire que je ne vais pas l'expliquer. Mais il y a un modèle qui s'appelle les support vector machine, qui va calculer en fait l'hyperplan qui va le mieux séparer nos données. Comment est-ce qu'on dit comment est-ce qu'on va caractériser qui sépare le mieux nos données? On va étudier une notion de marge en fait ici. Donc on va essayer de maximiser cette marge ici. Et par rapport à l'exemple le plus proche du plan, bah, c'est lui qui va nous donner la marge. On va poser des contraintes sur nos problèmes. Donc on va dire ici c'est des valeurs négatives, positives, etc. On arrive sur un problème d'optimisation quadratique et c'est vraiment pour le coup compliqué à résoudre. Donc je ne vais pas le faire. Mais ça me permet d'introduire la suite. Donc en fait l'idée c'est on trace un plan qui va être capable, un hyperplan qui va être capable de séparer nos données. Là je pense que si vous réfléchissez un petit peu, vous vous dites par exemple sur des images, si je prends les A et les B, est-ce qu'il va y avoir un hyperplan qui va séparer sur les pixels? Honnêtement il y a peu de chance. Par contre, il y a un truc qui est magique. Voilà, je prends un exemple ici graphique. Donc là, j'ai fait une petite distribution où j'ai mis des données en cercle ici, j'ai ajouté une dispersion et j'en ai remis d'autres ici. Ici, il n'existe pas d'hyperplan séparateur. On peut donc un hyperplan, donc là ce serait une droite, on peut faire ce qu'on veut, non, ça ne marchera pas. Par contre, on aimerait bien pouvoir utiliser des classifieurs linéaires, comme le SVM. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est on va déformer l'espace de façon à ce que ce soit linéairement séparable. Donc on va appliquer une transformation sur l'espace ici. On a un espace en 2D. On va appliquer une transformation phi, il me semble, qui va faire la transformation de S dans V. Donc V, on va l'appeler l'espace de redescription, c'est-à-dire qu'on va redécrire nos données. Et on projette nos données. C'est-à-dire qu'on a notre espace de départ, notre plan, et un autre espace qui va être de dimension plus grande, dans lequel on espère, on prie très fort, que ce soit linéairement séparable. Exemple. On a le set tout à l'heure, et on lui applique cette transformation polynomiale. Qu'est-ce qui se passe? Là, dans un espace de dimension plus grande, c'est linéairement séparable. Et là, on peut tracer un hyperplan et on peut utiliser un classifieur linéaire pour séparer nos données. Alors ça, en fait, c'est un peu magique. Et on n'a pas forcément envie de trifouiller là-dedans, d'écrire des équations, etc. Et on va oui. Et en fait, le modèle de la SVM, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là, c'est qu'on arrive en fait sur un problème d'optimisation qui va dépendre d'un produit scalaire. Donc vous allez devoir optimiser un produit scalaire. Et il y a des fonctions qu'on appelle les kernels, donc qui vont permettre justement de modéliser un produit scalaire dans un espace de dimension plus grande, sans pour autant expliciter la transformation ici. Donc il y en a un qui est ici. Hop, on prend la norme de xy. Donc là, on a juste la norme dans le produit scalaire, pardon, excusez-moi. On a le produit scalaire dans l'espace de départ, qui n'est pas coûteux à calculer, et on ne se tape pas le calcul du produit scalaire, donc ni de la transformation phi, ni du calcul du produit scalaire dans l'espace plus grand. Et donc là, c'est un peu génial, et ça s'appelle le kernel trig, donc ça porte bien son nom. C'est, voilà, on triche un petit peu et on
on fait ça. Voilà, donc c'est un avantage. On n'a pas, le produit scalaire coûte pas le prix dans l'espace de redescription. On fait le produit scalaire là-dessus. Et donc il y a tout un tas de kernels qui existent. Et donc là, on peut faire varier le petit d ici, qui va faire varier la dimension dans laquelle on projette l'espace. Donc on peut trouver un espace de redescription dans lequel on peut faire aussi grand qu'on veut. Il y a un kernel gaussien qui peut même faire dans un espace de redescription qui est infini. Donc là, pour le modéliser, pour le coup, j'y arrive pas. Mais voilà. Et c'est magique pour le coup. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que vous avez compris ou... Au moins l'idée, on déforme l'espace et voilà. Et on se tape pas le coup de... Est-ce qu'il y a une garantie qu'en déformant l'espace, on peut trouver, on peut en trouver un qui soit correct ou... Alors je pense pas qu'il y ait de garantie. À mon avis, ça, il faut regarder dans ce qu'on appelle la VC dimension. C'est quand on a des points, par exemple, alors, ça va caractériser en fait combien de droites il faut que, enfin, à partir de combien de points je peux plus tracer une droite ou quelque chose comme ça. Il y a une théorie là-dessus. Bon, je ne vais pas traquer là-dessus, mais pour le coup, ouais, il faut regarder là-dedans. Donc VC dimension. Okay. Bon, donc le troisième type et dernier qu'on va voir pour l'apprentissage, ça va être le clustering et la réduction dimensionnelle. Donc le clustering, on a vu tout à l'heure avec l'exemple du MIT, ce qu'ils avaient fait sur le machine learning, c'est un peu regrouper les éléments qui se ressemblent. Donc non pas avec le KNN où on connaît les classes, mais trouver les groupes qui se ressemblent sans avoir les classes. Et réduction dimensionnelle, vous avez un problème qui a une dimension qui est énorme, des images par exemple, et vous voulez réduire la dimension. Un peu le même processus qui se passe avec l'extraction de features, mais vous voulez le faire automatiquement. Donc le clustering, qu'est-ce que ça permet de faire? De la segmentation d'images. Vous avez une image qui contient une forêt, une route, un lac, etc. Vous allez regrouper, vous allez voir qu'il y a des pixels qui partagent certaines caractéristiques. Et vous allez pouvoir extraire des zones sur l'image dans un premier temps. Donc c'est ce qu'on va appeler la segmentation. De l'extraction de connaissances. Donc par exemple, vous avez un graphe, vous allez regarder, trouver que il y a une zone du graphe qui est un petit peu par exemple un graphe social. Vous allez trouver que dans le graphe il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Il y a de grandes chances que ça forme un cluster, que ce soit un groupe de potes ou ce genre de choses. Réduction du nombre d'exemples, oui, vous pouvez vous baser sur par exemple les centroïdes, les barycentres de vos clusters, plutôt que d'utiliser vos exemples si vous en avez vraiment beaucoup. Par exemple. Alors, réduction dimensionnelle. Donc ça c'est quand vous avez beaucoup de features, donc vous en avez 100, 200, 300, 400. Votre modèle il va être complexe à entraîner, la relation elle va être compliquée à trouver. Vous allez avoir du bruit, des données qui vont être corrélées entre elles, etc. Et vous avez bien envie d'en avoir moins et de réduire le nombre de features et de garder au final soit uniquement les features pertinentes, soit de réexprimer d'autres features à partir de ces premières features qui vont être plus pertinentes que les features de départ. Dans ce cas, on va faire un algo de réduction dimensionnelle. Et après, éventuellement, faire un algorithme d'apprentissage supervisé. Donc ça, on a des pipelines de machine learning où on passe dans un premier temps dans des algos de réduction dimensionnelle et derrière on réapplique quelque chose d'autre. Alors le plus simple c'est le cas moyenne. Donc c'est un algorithme de clustering, c'est basé sur la distance entre les points encore une fois, basé oui. C'est NP difficile, donc potentiellement ça peut être très coûteux à calculer, c'est exponentiel en termes de complexité. Et ça consiste à trouver les barycentres. Donc vous mettez vos points, donc vous initialisez K barycentres dans l'espace. Donc au début, c'est pas des barycentres en fait, c'est des points. Mais bon. Chaque point. Hop, voilà. Bon, je vais prendre l'exemple final directement à ce à quoi on arrive. Vous avez vos points au départ, vous placez K barycentres, donc vous pouvez les placer sur les points au départ. Et chaque point va être assigné à un barycentre, il va avoir un plus proche barycentre. Donc vous allez considérer que ces points qui sont les plus proches d'un barycentre vont former un cluster. Par contre, comme vous avez placé votre barycentre au hasard au début, tous ces points qui vont être autour d'un barycentre, le barycentre de tous ces points effectifs, ça va pas être le même que celui que vous avez désigné. Et donc en fait, vous allez justement bouger ce barycentre petit à petit de façon à converger vers les trucs. Et donc ça c'est ce qu'on appelle un schéma ou dessin de Voronoi, graphe de Voronoi peut-être, je sais plus. Donc en gros, voilà, ça fait ce genre de segmentation en 2D, en 3D. Donc ça va extraire des clusters dans l'espace. Et donc en fait, ça donne un petit peu la répartition de vos points dans l'espace. Ça va vous donner des zones où vous avez beaucoup de points. Donc
vous pouvez avoir par exemple une classe de points qui est cachée derrière un de ces groupements. Voilà. Alors un deuxième type, ça va être le Principal Component Analysis. Donc là, c'est une méthode statistique qui va permettre de trouver des corrélations entre les données. Trouver une corrélation linéaire, normalement, oui, c'est une corrélation linéaire. Et ça permet de soit décorréler, si vous avez la corrélation, vous l'éliminez, soit débruiter, parce que si vous avez des données qui sont bruitées, elles vont pas, le bruit ne va pas partager je vous montre ici. Voilà. Hop. Vous avez du bruit. En fait, vous auriez eu qu'une relation linéaire et le bruit, en fait, c'est ça. Et ça permet de débruiter, en fait. Donc, si vous aviez une relation linéaire, vous revenez sur une droite bien belle comme il faut et vous avez enlevé votre bruit. Donc l'idée, ça consiste de trouver une base orthogonale, une nouvelle base, sur laquelle vous pouvez projeter vos données. Et cette base, comment est-ce qu'on va la choisir? Ça va être celle qui va maximiser la variance de vos points. C'est-à-dire que celle-là, cette droite-là, c'est sur cette droite que la variance va être maximale pour vos points. Donc là, si on projette ici, la variance va être très forte. Si on avait pris une droite comme ça, on aurait projeté et la variance aurait été moins forte que sur la droite ou la vraie direction des données. Une autre façon de le voir, c'est de dire je vais projeter mes données sur la droite et je vais minimiser cette distance ici. Donc c'est pas la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure avec la régression, où on avait une erreur, où on avait cette feature en fonction de celle-là, on connaissait la relation et on cherchait à minimiser cette erreur-là. Là, on cherche à minimiser la distance de projection entre la donnée de départ et la donnée après une fois qu'elle a été projetée. Donc ici en 3D, une illustration, on a un plan, une dispersion autour de ce plan, et on veut se ramener à ce plan pour projeter les données. Et c'est ce plan, si on se considère de regarder uniquement les données selon cette première composante-là et cette deuxième composante-là, au final on n'a pas perdu grand-chose en termes d'information, et on a potentiellement éliminé du bruit, et on n'a plus que 2 dimensions à étudier au lieu de 3, ce qui va être plus simple à traiter. Alors là, comment est-ce qu'on fait? On va étudier comment les données vont covarier. Donc on va mettre notre dataset, on va le prendre en fait en colonne, notre dataset, je vais y revenir, ça va être loin. Bon, hop. Loupé. Voilà. Ouais, on va le prendre en colonne. Et donc on va voir x et y qui vont être des vecteurs contenant n valeurs d'une feature. Donc en fait vous pouvez voir n exemples d'une feature. Et vous allez comparer en fait chaque feature sur les exemples, donc sur chacun de vos exemples, comment les features vont covarier. Donc vous avez n exemples, k features, et vous allez calculer la covariance en fait de vos features. Donc vous allez avoir une matrice kk. Donc là ça va être la covariance de la feature 1 avec la feature 1. Donc bon, c'est pas la diagonale ici, elle ne sert pas à grand chose. Par contre, vous allez après avoir la covariance de la feature 1 avec la feature 2, etc. Et là, de cette matrice, vous allez pouvoir extraire justement les composantes principales de votre répartition. Comment ça fonctionne? L'algo, on recentre le nuage de points à l'origine dans un premier temps. Ensuite, on calcule la matrice de covariance. Alors oui, j'ai pas dit un mot sur la formule. Ici, on a l'équation de la variance. Donc on regarde par rapport à la moyenne l'écart à la moyenne et on somme. Là, on regarde en fait comment vont se comporter les variances des deux features en fait. Enfin l'écart type pardon des deux features. Et oui, j'ai dit variance au lieu d'écart type depuis le début. C'est l'écart type. Donc en fait, si l'écart par rapport à la moyenne ou l'espérance soit varie dans le même sens, donc soit est en dessous, soit au-dessus de la moyenne, et la covariance va être importante. Donc plus le score est grand, plus les features sont corrélées, et plus le score est faible, moins les features sont corrélées. On calcule donc la matrice de covariance, on extrait les vecteurs propres et les valeurs propres de la matrice, et en fait ça va être justement ces composantes principales. Donc les vecteurs propres vont être les composantes principales, et les valeurs propres vont vous donner en fait à quel point ces vecteurs propres, les données sont vraiment dirigées dans celle-là. Enfin, les données se dirigent. Ouais, bon, c'est plus très formel là pour le coup. Mais comment les données vont se... Enfin, plus la valeur propre est importante, plus les données sont dirigées selon cet acte en fait. Et donc, puisqu'on veut extraire, puisqu'on veut réduire les dimensions, on va trier les vecteurs propres en fonction de leur valeur propre, et on va extraire les premiers en fait. Et après, il ne nous reste plus qu'à projeter. On a de nouvelles bases et on projette les points. Est-ce qu'il y a des questions?
Là, on va rentrer un petit peu dans la magie noire pour terminer, mais c'est pas forcément très compliqué. En fait, là, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Donc là, c'est ce sur je suis en train de m'intéresser actuellement. Ça donne d'excellents résultats et c'est pas encore fini. On ne sait pas vraiment pourquoi ça marche, mais ça donne de meilleurs résultats que d'autres méthodes. Alors en fait, l'idée, c'est d'entraîner des réseaux de neurones où il y a beaucoup de couches. En fait, ça, on ne sait pas faire actuellement. Genre, quand on a un réseau de neurones avec beaucoup de couches, eh ben, on va pouvoir modéliser des fonctions qui vont être, qui vont avoir des comportements tellement chaotiques qu'on va se retrouver généralement bloqué dans des minimums locaux, et on va pas réussir à trouver la fonction qu'on veut. Et le biais va être trop faible. Et en fait, l'idée, c'est notre fonction, elle est quand même compliquée. On a envie de modéliser des choses qui sont pour le coup vraiment complexes. Par exemple, il y a des méthodes de deep learning qui permettent, à partir d'une image, de trouver les objets qui sont dessus. Et ça marche vraiment bien. Et donc un objet parmi quasiment tous un set qui est vraiment très large. Hein. Il reconnaît des théières, il reconnaît des artichauts, des trucs assez bizarres. Et en fait, l'idée, c'est de faire un pré-entraînement non supervisé du réseau de neurones. Donc on va voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc vous avez un réseau de neurones profond, vous l'entraînez de façon non supervisée d'abord, et ensuite vous utilisez la même structure de réseau de neurones et vous appliquez la backpropagation dessus qu'on a vu tout à l'heure. En fait, le fait d'avoir le réseau de neurones qui est pré-entraîné, ça va lui donner en fait une sorte de première, il y a une première, il va déjà avoir une sorte de malléabilité qui va déjà exister. C'est comme si vous aviez les neurones qui étaient pré-entraînés quand vous êtes né, vous aviez déjà un petit peu des neurones. C'est un petit peu l'idée qui est derrière. On commence par lui donner une direction vers laquelle chercher, et après on entraîne. Hop. Voilà. Alors l'exemple, une des méthodes, c'est de construire un auto-encodeur. Donc c'est un réseau de neurones, input-output, qui au milieu, il y a un bottleneck. Il y a moins de neurones sur la couche du milieu. Et en fait, vous avez ici 3 features, et le but, ça va être d'approximer la fonction identité. Alors on se dit, bon, ça ne sert pas forcément à grand chose, mais en fait, si. Vous avez réussi à réexprimer vos données à l'identique en sortie, en les exprimant en fonction de seulement 3 sorties ici. Donc en fait, si vous avez vraiment réussi, comme ici, à approximer la fonction d'identité, vous avez exprimé quelque chose qui, effectivement, certes, il y avait une entropie qui était plutôt faible, mais bon, vous avez 3 valeurs ici, ce qu'on appelle les hidden values. Et en fait, ces auto-encodeurs, ça peut, donc voilà, un exemple, je ne suis pas encore là, ça sert aussi par exemple à faire enlever du bruit. Donc on peut même là lui filer un billet où il manque des parties et lui demander de s'entraîner à reconstruire le billet où il manque pas de parties. Donc on va lui donner plein d'exemples de billets où à chaque fois il manquera une partie différente, et on va lui demander de reconstruire le vecteur, reconstruire le billet correctement. Donc là, ça s'entraîne avec la backpropagation comme avant. Donc on encode d'abord les données dans une représentation interne, ici, qui nous servira après à faire autre chose. Et après on décode de façon à avoir la même chose. Et donc on essaie de minimiser l'erreur de reconstruction. Si vous voulez voir l'article qui correspond à ça, là où j'ai piqué l'image, c'est ici. Et le super intérêt, c'est qu'on peut les stacker. Donc ils ont le beau petit nom de Diabolo Network en fait. Donc là, il n'y a pas qu'un seul neurone au milieu, il y a 3 petits points ici. Mais en fait, l'idée, c'est voilà, vous allez entraîner un premier auto-encodeur, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. En fait, ça va vous donner un réseau de neurones qui va être assez profond. En fait, le but, ça va avoir d'extraire le sens des données qui sont contenues dans votre dataset. En fait. Et donc là, vous avez votre billet, et là, en fait, il a réussi à comprendre que là, il y avait toujours le front, etc. Et donc, du coup, voilà, il a compris que vous lui montriez des billets de banque et il vous les reconstruit. Et ça peut marcher avec différents problèmes. Donc, par exemple, vous lui montrez un visage. Sur un visage, il y a des parties qui sont un peu communes à chaque fois. Justement, il peut se servir pour extraire ces parties qui sont communes sur un visage. Et après, une fois qu'il a réussi à comprendre qu'est-ce qui caractérise un visage, donc sur le bottleneck au milieu, puisqu'après il s'en resserre pour reconstruire le visage, donc il vous a même prouvé qu'il était capable de le refaire, et vous pouvez utiliser ça pour faire de l'apprentissage supervisé. Voilà, donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on coupe le haut, là, on envoie nos données ici, et on met un réseau de neurones ou un modèle de régression derrière, et on essaye d'avoir vraiment, après on entraîne le truc avec la backpropagation, de façon à avoir ce qu'on voulait faire, donc la tâche ce qu'on voulait apprendre.
Conclusion, j'ai mis ici des petites libs s'il y en a qui veulent s'amuser. Alors là j'ai parlé de modèles jusqu'ici, bien sûr ils ont été implémentés. Donc là-dedans ça va être tout ce qui est SciPy, donc vous avez un ensemble NumPy, Matplotlib, IPython. Donc NumPy ça va être une bibliothèque de calcul vectoriel en Python, parce que quand vous faites beaucoup de produits scalaires, beaucoup de choses comme ça, vous avez envie que ça aille vite, que ça dépote. Ça permet de faire ça. Vous avez des ND array deficient, donc en fait vous pouvez avoir des matrices, des vecteurs à une dimension et même des matrices de vecteurs, etc. Donc vous pouvez faire vraiment beaucoup d'opérations dessus. Matplotlib pour faire des petites visualisations comme j'en ai fait sur le PCA et sur je sais plus quoi, donc ça peut permettre de faire des animations, etc. Theano, donc là c'est une bibliothèque de deep learning qui en plus est vraiment utile, et je pense qu'il peut y avoir des applications de cette bibliothèque pour autre chose que du machine learning, parce qu'elle est assez sympa, elle permet de faire du GPU computing de façon assez transparente, dans le sens où vous définissez vos expressions mathématiques, et en fait ça va effectuer le calcul sur le GPU un peu tout seul. Bon, il y a de la magie noire derrière, il fait certaines embrouilles, mais a priori ça marche et il y a des bonnes perfs. IPython Notebook, donc, qui a été présenté par quelqu'un dans la salle récemment, que j'ai découvert, j'utilise depuis. En gros c'est un atelier de calcul scientifique en web browser qui est vraiment sympa et qui permet de faire des choses sympas, de revenir sur les résultats, de ne pas se retaper toutes les tracebacks des erreurs Python, etc. Donc c'est plutôt sympa. En C++, j'ai jamais utilisé, mais a priori ce qui a l'air d'être principalement utilisé, c'est le uBlast de Boost, donc qui va permettre de faire tout ce qui concerne l'algèbre linéaire, les calculs, etc. Je pense qu'il y a aussi des ND array efficient dedans, etc. Et MATLAB, donc ça je vais peut-être m'y mettre bientôt aussi, ça a l'air sympa. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la conf? Oui. Tu as présenté le SVM et tu présentes en fait la façon de séparer linéairement. Ouais. Est-ce qu'en fait c'est pas simplement repousser le problème en fait trouver la transformation de l'espace? Est-ce que tu as est-ce qu'il existe des astuces pour trouver cette transformation? Alors trouver cette transformation, encore une fois, moi j'ai tendance à expérimenter en fait, je joue avec. Mais bon, en gros on reporte pas le problème, parce que la SVM en l'occurrence, c'est pas soumis au problème du minimum local, c'est-à-dire que le fait que vous preniez la marge maximale, voilà, vous n'avez pas de problème là-dessus. Donc c'est l'intérêt de projeter en dimension plus grande, parce qu'en dimension plus grande, si vous arrivez à séparer, ça donnerait un bon résultat en dimension plus petite. Après, ouais, il faut essayer, il faut regarder comment se comportent les données dans les dimensions plus grandes, et voilà. Bon, merci. Attends. Ouais. On a une autre question sur le stream. Ouais. Est-ce que tu as d'autres exemples de réseaux de neurones autres que les caractères pour faire des tests? Autre que les caractères, n'importe quel problème de classification peut se résoudre avec. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Vous pouvez faire de la reconnaissance de visage. Est-ce qu'il y a un visage ou pas sur l'image? Voilà, ok. Ça se traite avec. Oui. Là, donc, tu nous as parlé donc de réseau de neurones, tu nous as parlé aussi d'arbres de décision, et ouais. Il y a quelques temps tu nous as parlé d'AlgoG. Et moi, il y a quelques jours de ça, j'étais un peu sur le net et j'ai regardé Akinator. Je pense que tout le monde connaît un petit peu ce que c'est Akinator. Et donc d'après toi, donc il y a du machine learning qui se cache derrière. C'est quoi? C'est de l'arbre de décision? Parce que par intuition, ça ressemble. Sur Akinator? Ouais. Alors attends, rappelle-moi, je me souviens plus exactement. Akinator, ça te pose plein de questions et toi, tu penses à quelque chose, par exemple, ça peut être une personnalité ou un concept, et il va te poser plein de questions et au final, il va arriver à que tu pensais. Il y a du machine learning derrière, vraiment? Je pense, ouais. Oui, parce que les utilisateurs suggèrent le résultat, il me semble, c'est ça. Enfin, il donne la bonne réponse et le modèle apprend. Non, à la fin, s'il s'est trompé, oui, il va donner la bonne réponse pour qu'il apprenne. Ouais, Decision Tree, à mon avis, ça doit être adapté pour ce genre de problème. Mais je sais pas après. Ok, c'était une question. Je peux pas reverse comme ça. Non, bien sûr, mais peut-être que. Ouais, non, mais moi, si j'avais à faire ça. Le Decision Tree, c'est la manière qui me semble la plus adaptée pour faire ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des objets à trouver et on veut un peu faire une sorte de dichotomie vraiment pour le coup, et on veut vraiment c'est vraiment ça en fait. On veut trouver vraiment les questions qui vont le mieux séparer de façon à minimiser le nombre de questions. Donc là, à mon avis, ça doit être un Decision Tree. Ok, merci. Merci.